Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors comme vous pouvez le voir juste derrière moi, c'est quand même un bel indice. Je suis présente sur la base d'aéronautique navale de Landivisiau dans le cadre de l'exercice Oceanit 2024. Le Rafale que vous voyez juste derrière moi, il est peint aux couleurs de la flottille 11F puisqu'il a participé il y a quelques semaines maintenant au NATO Tiger Meet 2024. Et petite anecdote, la flottille 11F a remporté le trophée de la meilleure flottille opérationnelle. Donc félicitations à eux. Mais si je suis ici aujourd'hui, vous l'aurez compris, ce n'est pas pour parler NATO Tiger Meet, mais pour parler Oceanit. Oceanit, c'est un exercice interallié de grande ampleur qui rassemble plusieurs forces armées. La Marine nationale évidemment, mais pas que, également l'armée de l'air et de l'espace et des armées étrangères telles que l'armée grecque et le Royaume-Uni. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'aller à la rencontre du chef de projet Emran qui va nous présenter l'exercice, les objectifs, les participants. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo, profitez bien. J'ai retrouvé le chef de projet. Bonjour Emran. Bonjour Elodie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste l'exercice Oceanit? Alors, Oceanit, pour High Intensity Training, c'est un exercice international, militaire, qui réunit les aéronefs du groupe aérien embarqué avec un certain nombre d'autres nations et d'autres plateformes militaires. Donc, que ce soit une frégate de premier rang de la Marine nationale, la Normandie, mais également des éléments de l'armée de terre, du 11e régiment d'artillerie de marine, et bien entendu nos collègues de l'armée de l'air, avec les ravitailleurs stratégiques du Bretagne, mais également le Berry et un certain nombre également d'aéronefs de la marine supplémentaires, donc des Atlantique 2 et des hélicoptères. Au niveau des participants extérieurs, tu trouveras des gens de la Royal Navy, des Britanniques, donc qui sont venus ici à Landivisiau avec leur hélicoptère, le Merlin ASAC, mais également des gens de l'armée de l'air grecque qui sont venus avec des Mirage 2000-5. Et alors, comment ça s'articule tout ça? Quel est le rôle de chacun dans cet exercice? Alors, chacun dans cet exercice est là pour venir apporter son expertise, l'expertise de sa plateforme, l'expertise de ses missions et participer à des vols en dispositif. Où tous ensemble, on va se coordonner pour atteindre un objectif principal par mission et un certain nombre de sous-objectifs. L'exercice est organisé sur 2 semaines avec des vols plutôt simples à vocation technique le matin et des vols plus compliqués, les vols en dispositif complexe l'après-midi. Voilà, on a 7 gros vols en dispositif complexe qui sont organisés et qui ont lieu jusqu'à la fin de semaine prochaine. Est-ce que tu pourrais nous décrire un, voire même plusieurs scénarios concrets que vous allez simuler pendant cet exercice? On a vraiment des vols en dispositif à vocation offensive. Certains sont à vocation très aéromaritime, d'autres plus aéroterrestre. Le vol du jour, par exemple, c'est un vol à vocation très aéromaritime. La Normandie incarne le camp des ennemis cette fois-ci, aujourd'hui, et donc il y a un nombre important d'aéronefs qui ont pour mission de la repositionner et de l'attaquer, en même temps que il y a un certain nombre de sous-objectifs supplémentaires avec des frappes sur la côte, de l'imagerie à ramener également, et donc chacun va avoir un rôle à jouer et c'est le but du Mission Commander, le commandant de la mission, de mettre tout ça en musique tel un chef d'orchestre. Donc toi tu es chef de projet justement, est-ce que tu peux nous parler de tes missions dans le cadre de cet exercice-là? Moi en qualité de chef de projet, mon but c'est de faire en sorte que tout le monde puisse atteindre ses objectifs d'entraînement dans ce contexte d'exercice militaire international et en mettant notre façon de voir l'entraînement, nos spécificités du groupe aérien embarqué au cœur d'Oceanit. Nous, on met du sel dans la façon dont on travaille, donc on travaille de la mer vers la terre en dispositif. On est habitué à travailler avec des gens
qui viennent de différentes plateformes, des bases aériennes qui sont certains basés à terre, d'autres porte-avions, d'autres task groups. Et donc, moi, mon but, c'est de coordonner tout ça en amont et un petit peu en conduite. Toutes les équipes dites de White Cell, notamment, qui montent les scénarios, qui donnent le réalisme à l'exercice. Tu parles de coordination et je pense que c'est un réel sujet, effectivement, vu l'ensemble des participants et qui sont divers et variés et qui sont à la fois français, étrangers. Comment se passe la coordination entre ces différentes forces armées? Elle se passe bien. C'est plutôt rassurant. Voilà, c'est rassurant. Elle se passe bien. La clé de la coordination, pour nous, c'est justement de se connaître, de se comprendre, de parler le même langage. On a la chance de faire un exercice qui est de niveau OTAN. Donc on a une base de savoir-faire et de doctrine qui est commune. Et on a des visions, des objectifs d'entraînement communs. Après, la coordination, elle va passer, justement, c'est vraiment l'objectif de cet exercice, c'est de savoir coordonner des plateformes et des cultures différentes, des langues différentes. Elle va passer par une langue commune. La langue de cet exercice, la langue des militaires, c'est l'anglais. Et elle va passer par un certain nombre d'outils qu'on va mettre en place, que le Mission Commander va mettre en place dès la préparation et en vol. Il va s'appuyer sur ces éléments clés de la coordination que sont les plateformes de commandement et d'early warning, en particulier je pense à l'E3F et à l'E2C. C'est ça la clé de cet exercice, c'est vraiment justement un exercice sur de la coordination en temps contraint. Voilà, on arrive à déployer tout ça et ça simule très bien. Comme on est à la fois à Landivisio, à Lorient, à Landbiway, certains partent de Maram, certains d'Istres, d'Avor, eh bien ça simule très bien un déploiement dans un contexte international. On vient tous de différentes plateformes et on va tous s'intégrer pour atteindre l'objectif commun du jour. Et justement, quels sont ces fameux défis stratégiques et tactiques que doivent surmonter les participants pendant cet exercice, selon toi? Le premier défi tactique qu'ils doivent surmonter, c'est d'abord ça, se coordonner. Donc ça, c'est le premier défi, coordonner tout le monde. Ensuite, ça va être aller chercher le succès de la mission. Et donc, chercher le succès de la mission, c'est garantir que malgré la météo, par exemple, ou malgré les problématiques de coordination avec le monde civil, puisqu'on vient s'intégrer quand même dans le cadre d'un monde civil qui nous entoure, eh bien, on arrive à atteindre nos objectifs. Sur le plan stratégique, on va simuler le dialogue hiérarchique qu'on pourrait avoir avec les échelons supérieurs et notamment on va être très insistant sur une partie production de compte rendu. Donc la mission ne s'arrête pas au poser des roues, elle s'arrête vraiment quand le débriefing est fait, qu'on a produit les comptes rendus, qu'on a ramené les images, les preuves des frappes exécutées. Et ça, c'est un défi à relever aussi pour les équipages parce qu'ils doivent se concentrer sur toute la totalité de l'exercice, de la préparation, de la planification de la mission jusqu'au débriefing rendu complet. Et donc justement, au moment de ce débriefing, comment vous analysez cette réussite en fait de l'exercice? Comment vous jugez que l'objectif a été atteint? De façon à la fois très factuelle, en allant compter précisément le nombre d'aéronefs qui étaient présents en zone, le nombre de missiles, de bombes, les photos qu'on a prises, le nombre de pertes, s'il y a des pertes alliées, même si elles sont simulées. Nous allons pouvoir également aller chercher du concret, du cinétique, comme on dit chez nous, puisque nous tirons de l'armement réel au cours de ces missions. On va le tirer sur des cibles flottantes d'exercice, mais du coup, on a un résultat concret. On sait si la cible a été touchée et coulée ou si elle flotte toujours. Une fois qu'on a concaténé vraiment tous les résultats de chacun, avec un certain nombre de règles d'exercice, on est capable de dire, cette mission, on l'a réussi à 80% ou 100%, et également on a respecté les règles que les chefs nous ont données, les règles de proportionnalité de l'emploi de la force notamment, et on a respecté les règles de prise de risque. On nous donne des règles sur la prise de risque, sont très importantes pour nous. Est-ce qu'on peut prendre un risque inconsidéré sur la totalité de la mission ou est-ce que c'est sur une fenêtre d'effort seulement? Et ça vient nous permettre de donner généralement des critères très clairs, factuels. On colorie quelques cases et on se dit ok, est-ce qu'on était prêt, on n'est pas prêt, est-ce qu'il faut refaire? Voilà. Et ce type d'exercice a lieu quand même souvent, ces exercices interalliés, ou à quelle fréquence?
Alors exercice Ocean Heat en lui-même, on essaye de l'organiser tous les 2 ans à peu près, afin de ne pas perdre le savoir-faire et de garder ses spécificités marines, en particulier marines françaises. Les exercices internationaux, interalliés, il y en a en revanche toute l'année. Il y en a toute l'année, on a participé par exemple à l'exercice Mare Aperto avec le porte-avions, Mare Aperto Polaris, un exercice franco-italien au printemps. On a également participé à l'exercice Iniokos en Grèce. Ces exercices parfois sont à dominante complètement maritime, aéromaritime, ou parfois dominante complètement aérienne. Alors, notre but à nous, c'est de pouvoir y participer régulièrement, au moins une fois par an par flottille de chasse. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation très claire, c'était très intéressant. Avec plaisir Elodie, à bientôt. Nous avons quitté la piste, direction les hangars, puisque j'aimerais que l'on parle un petit peu de technique. Et pour ce faire, j'aimerais vous présenter une équipe de mécaniciens. Ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit tour là pour que vous présentiez chacun votre spécialité en tant que mécanicien. Comme ça, on va bien se rendre compte des différences et des similitudes peut-être. Ma spécialité, c'est le côté avionique, donc tout ce qui est côté électronique de l'avion. Donc tout ce qui passe par le radar, l'autoprotection du Rafale, tout ce qui est aussi optronique et tout ce qui est commande de vol aussi. Moi, je suis technicien porteur sur Rafale. Je vais m'occuper essentiellement donc de la structure du Rafale, toute la mécanique, le circuit conditionnement, circuit carburant, circuit hydraulique, circuit coulanol. Et nous, essentiellement, à faire des opérations curatives et préventives. Donc c'est soit il y a une panne qui arrive quand l'avion il revient de vol, on va la traiter, on va analyser et puis on va changer la pièce ou plusieurs pièces s'ils sont en panne. Ou alors faire de la prévention, donc arriver à échéance. Cette pièce, on va l'amener pour une révision générale pour qu'elle puisse être vérifiée et si elle est bonne, elle est remise en état et on peut la remettre après plus tard. Technicien armement, communément appelé BOOM dans la marine. Oui. Donc je m'occupe de tout ce qui est partie sauvetage, siège éjectable, les tenues des pilotes, tout ce qui est optionnel, ce qui se met sous l'avion, tout ce qui est partie armement, canon, missiles, bombes, réservoirs, etc. Et donc moi je suis pistard, donc je m'occupe de tout ce qui est de la mise en œuvre de l'avion. Je vais faire toutes les petites opérations, les compléments de tous les fluides, les pleins par exemple du carburant. On va s'occuper aussi de tout ce qui est visite. Donc c'est des sortes de contrôles techniques de l'appareil qu'on fait à chaque avant-vol, chaque après-vol. Donc à côté de ça aussi on fait tout ce qui est départ de l'avion. C'est nous qui allons faire démarrer le moteur, qui allons brêler le pilote, donc l'attacher, et qui après allons faire partir l'avion. Alors justement, il me semble que tu faisais partie de l'équipe en piste juste avant. Donc vous avez chacun des couleurs. Alors vous allez un petit peu m'expliquer pourquoi. Alors moi je le sais, mais peut-être que c'est pas évident pour tout le monde. Toi tu étais en quelle couleur déjà? Moi, je suis maillot marron. Donc c'est pour représenter les pistards. Les techniciens donc avioniques et porteurs, eux en maillot vert. En fait c'est pour nous reconnaître tous ensemble, histoire de pas sur le pont d'envol. Surtout sur le pont d'envol. Encore ici on se connaît tous, donc c'est plus simple. Mais sur le bateau, c'est un peu plus compliqué. Et donc à côté de ça, vous avez aussi les booms. Donc l'aspect armement, qui a un maillot rouge. Et avec toi, il me semble qu'il y avait quelqu'un aussi en blanc. Oui, c'est le chef de piste. Donc c'est cette personne-là qui va diriger toute la grande opération du départ. C'est eux qui vont s'assurer en grande partie de la sécurité. S'il y a un souci, ils vont intervenir. Et donc sur la fin des départs, c'est eux qui vont autoriser ou non le départ de l'avion. Comment on devient pistard? On peut soit faire un BE. BE donc, qui signifie? C'est un brevet élémentaire. C'est la toute petite porte pour entrer dans la marine. C'est une formation qui dure 4 mois. Donc à la suite, on peut choisir d'être pistard. Et sinon, vous avez aussi d'autres portes
en passant par l'école des sous-officiers. On finit par faire un BAT, un brevet d'aptitude technique. Donc là, c'est une formation qui dure entre 8 mois et 4 mois. J'ai un baccalauréat en maintenance aéronautique, ça m'a permis de faire 4 mois. Et donc à la suite de ça, on peut donc arriver en flottille. Et étant donné qu'on ne connaît pas l'appareil, il faut nous familiariser avec celui-ci. Et donc forcément, on passe par la casse-piste. Donc les prérequis, c'est pas forcément un bac, ça demande pas un diplôme en particulier. Du tout, sans bac, même sans brevet, il me semble, on peut arriver pistard. Et alors comment on devient mécanicien armement? Je pense déjà à une passion de l'aéronautique. T'as toujours voulu faire ça? J'ai toujours voulu travailler dans l'aéronautique. D'accord. Depuis tout petit, toujours été attiré par les avions. Comment devenir technicien armement? J'ai commencé en tant que matelot. En arrivant, j'ai fait donc pistard comme mon collègue et en ayant travaillé sur l'avion, je me suis rendu compte que je préférais partir du côté armement. D'accord. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé technicien armement. Donc il y a aussi cette évolution interne. Il y a un recrutement extérieur, mais aussi un recrutement interne. Tout à fait. Je suis parti donc au BAT, 18 mois de Rochefort. Du coup, l'armée de l'air aussi y est. Et encore une fois, on retrouve cet ensemble d'armées là qui travaillent ensemble, comme aujourd'hui dans le cadre d'Oceanit. Tout à fait. Donc 1 an d'avionique par l'ancien système et après j'ai pris la spécialité armement derrière, qui maintenant est terminée. C'est directement spécialité armament, directement au choix. Plus besoin de faire 1 an d'avionique. D'accord. Alors justement, on va passer la parole aux avioniques et aux porteurs. Et vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on devient mécanicien avionique, mécanicien porteur? C'est un choix qu'on fait du coup avant de rentrer à l'école de sous-officier. On choisit notre future spécialité. Parce qu'on ne peut pas changer, sauf si on se rend compte que ça ne nous plaît vraiment pas et qu'on veut vraiment changer en discutant avec d'autres personnels qui ont déjà été avioniques, porteurs ou boom. Une fois ce cours de sous-officier, on part pour du coup une dizaine de mois faire nos cours respectifs en fonction de si on est boom, avionique ou porteur. En fait, faut penser que pour les personnes qui veulent rentrer dans l'armée, ils peuvent vraiment choisir ce qu'ils veulent. Moi, de base, je viens d'un milieu où je devais faire de la conception en 3 dimensions. J'ai pas trouvé de boulot et j'ai dit je vais rentrer dans l'armée parce que la mécanique ça peut être sympa. Et au final j'ai vraiment accroché, j'ai adoré. Et puis même si la formation 18 mois, on peut se dire que ça peut être long, mais ça reste quand même intéressant. Et au final après le boulot à l'intérieur, on touche à des pièces qui sont... on se dit comparé à une voiture où ça va être ça comme pièce, on arrive sur un moteur où c'est un truc de 1 tonne et puis on est là, c'est de la très haute technologie là. C'est nous qui manipulons ça, on doit faire super attention, énormément de sécurité, c'est vraiment impressionnant de travailler sur un Rafale. Donc en fait la marine, en plus de t'avoir recruté, elle t'a formé à ce métier. Elle reforme tout, n'importe quel spé où on va aller, que ce soit pistard, boom, avionique ou porteur, ça va être une reformation et en plus de ça il y a une formation qui se fait après l'école justement pour arriver après un niveau pour décrocher une licence et pour être complètement lâché sur toutes les manifs. Est-ce que vous auriez peut-être, 1 ou 2 personnes là, entre tous les 4, une petite anecdote, un souvenir marquant, quelque chose, un bon souvenir là, dans votre spécialité, une petite histoire sympa à nous raconter? J'en ai une, c'est vu que je débutais à la mécanique, j'étais arrivé au TPSSO, c'est un bâtiment qui est juste à côté, et j'avais aucun acquis, rien du tout. Et en fait, je me souviens, c'était le sens de visser, dévisser des tuyauteries, ce qui paraît hyper simple maintenant, une fois qu'on a compris, mais moi j'avais pas la notion de si on vise dans ce sens-là, il faut arriver et visser dans ce sens-là, ou s'il vient de ton sens, il faut visser à l'inverse. Et j'étais complètement perdu à ce niveau-là, et j'ai demandé justement à la personne qui me formait, je lui posais la question, il me regardait, il me fait mais c'est vraiment une question bête, franchement. Mais il m'a dit, je vais t'expliquer et comme ça, tu vas le savoir et tu vas t'en souvenir. Et tu me reposes plus cette question. Et j'ai fait ok, très bien. Et puis du coup, il m'a expliqué, maintenant, c'est bon, il n'y a plus de problème. Et puis ça t'a marqué puisque c'est ça dont tu te souviens aujourd'hui. Alors votre particularité, c'est que vous êtes des mécaniciens dans la Marine nationale, donc vous embarquez à bord notamment de porte-avions puisque vous travaillez sur Rafale. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être toi en tant que pistard les différences dans ta spécialité entre le moment où tu travailles sur base et le moment où tu es sur le pont d'envol? Donc en grande partie ce qui change c'est nos horaires surtout. Donc sur Terre on va avoir plusieurs créneaux d'horaires. On va avoir un lève-tôt qui peut commencer à 7h au maximum et ça peut aller jusqu'à 6h, 5h. On peut se lever, en fait on se lève au plus tôt et on finit toujours un peu avant la journée qui elle commence à 8h et finit à 16h30. Et donc nous avons aussi les horaires de nuit qui elles vont commencer à 15h en hiver, 15h30 en été et eux ils vont terminer donc à la fin de tous les travaux. Ce sera les derniers à partir.
Et donc ces horaires-là, elles durent toute une semaine. C'est-à-dire que pendant une semaine, on va être soit de lève-tôt, de journée ou de nuit. Ça ne va pas changer au courant de la semaine. Tandis que sur le bateau, là, on va avoir une horaire par jour, en fait. C'est-à-dire qu'un jour, par exemple, va être ce qu'on appelle de petites journées. Donc ça veut dire qu'on va commencer le travail à midi et on va le finir à 18h. Et après, on a le lendemain une grosse journée. On va commencer le travail au lève-tôt. Donc ça peut être à 8h, comme ça peut être à 6h. Et on va finir à midi. C'est la relève qui va prendre donc de midi à 18. Et nous, on reprendra donc de 18h jusqu'à la fin des travaux qui peuvent être à minuit, 3h, 4h. C'est donc c'est quand même un rythme à prendre. Hein, C'est un sacré rythme à prendre. Les premiers temps, étant donné que je viens juste d'embarquer, les premiers temps, donc on est parti il y a quelques mois pour une toute petite mission qu'on a appelée qui s'appelle la MECO. Ça a été un grand changement, j'avais jamais connu ça. Et donc ouais, se plier à ces horaires-là dès le début, c'est intense. C'est assez intense, assez fatigant. Mais à côté de ça, en fait, on est tellement dans notre travail qu'on voit pas le temps passer. En fait, c'est surtout le soir quand on a fini, on a envie de se coucher. On n'a pas envie de faire quoi que ce soit d'autre. Et encore, faut-il réussir à dormir parce qu'avec le bruit des catapultages de nuit, je suppose que c'est pas quelque chose d'évident non plus. Après, selon là où on est logé sur le bateau, il faut avoir de la chance alors. Il faut avoir de la chance. Plus on est en bas, moins on ressent. Donc, à côté du coup des horaires, on a notre charge de travail qui change. Donc à terre, on va faire un peu plus de manipulation qu'en mer. Par exemple, sur les départs, ici on va faire tout ce qui est démarrage des moteurs, brêlage des pilotes, test et le départ de l'avion. Tandis qu'en mer, on va juste brêler le pilote et faire les tests. En fait, c'est une autre spécialité, donc les PEH. Les chiens jaunes. Et les chiens jaunes, qui vont prendre en fait en charge l'avion, donc pour le démarrage des moteurs et le départ de l'avion vers la catapulte. Alors toi par contre, c'est pas une question d'horaire, mais c'est vraiment une question de vie quotidienne au sein de ton métier. Tu m'as dit qu'il y avait des grosses différences. Énormément de différences parce que sur le bateau, la différence ici, c'est qu'on peut dire que c'est une fourmilière, énormément de monde sur le pont. Et étant donné mon métier, avec la matière active, de l'explosif, tout ce que vous voulez, il demande une sécurité qui est quand même assez conséquente par rapport à ici, où l'avantage d'ici, c'est qu'on peut travailler dans des zones isolées, sans qu'il y ait du monde qui gravite autour des avions. Donc c'est là où en fait est le risque et le gros problème sur le bateau, et ça demande quand même une sécurité et une vérification par nous les techniciens quand on fait de la mise en œuvre sur aéronef. Mais en fait vous travaillez vraiment en équipe parce que pendant que l'un s'occupe potentiellement de l'armement, l'autre est en train de vérifier l'avionique. Enfin, comment ça s'articule tout ça? Une gymnastique, une connaissance sur l'avion. Et sans l'un, on ne pourrait pas travailler avec l'autre et ainsi de suite. Je sais que moi, par exemple, pour ma partie, j'ai des systèmes qui sont directement reliés au système avionique. Les avioniques ont des parties qui travaillent avec les porteurs. Sans les trois ou la 4e spé avec les pistards, on ne pourrait pas mettre en œuvre un aéronef. Mais ça, c'est intéressant, cet esprit d'équipe. Écoutez, en tout cas, un grand merci à tous les quatre là, de nous avoir parlé de votre spécialité. Et puis bravo beaucoup. Surtout pour ce que vous faites. Nicolas, le chef du service technique, nous a rejoint. Bonjour Nicolas. Bonjour Elodie. Alors, moi j'ai une question à te poser. On a pu rencontrer tes techniciens, mécaniciens. Est-ce que tu peux nous expliquer la particularité pour eux d'intervenir dans leur métier dans le cadre de l'exercice Oceanit? Alors dans Oceanit, en fait pour nous, ça va être l'accomplissement de notre année. Là, on sort d'1 an de travail tous ensemble, depuis septembre, où on a embarqué à bord du porte-avions, on est allé au Tiger Meet, et là, on revient depuis 3 jours de ces exercices, donc ça fait 3 mois, plus de 3 mois qu'on est parti, et là, on réenchaîne sur un exercice de haute intensité avec nos alliés de l'OTAN, qu'on voit habituellement, les Grecs, les Anglais, et on le fait depuis l'Andivisio. Et là, on refait, comme à bord du porte-avions, des grands raids tous ensemble pour apprendre à combattre ensemble et à se préparer pour nos prochaines missions et pour nos prochains combats. Donc c'est ça la principale particularité pour vous. Et est-ce que vos techniciens, mécaniciens sont amenés aussi à rencontrer les techniciens, mécaniciens étrangers? Est-ce que vous remarquez des similitudes, des différences dans la façon de procéder? Oui, complètement. On respecte tous à peu près les mêmes réglementations. Alors déjà, il y a des réglementations autant qu'on essaie pour essayer d'être interopérable, mais on essaie aussi d'utiliser les mêmes équipements, on essaie de comprendre comment les autres fonctionnent pour être capable de se soutenir. Par exemple, quand nous, on va partir du porte-avions pour aller en Grèce, par exemple, il faut qu'on puisse utiliser leur matériel, éventuellement utiliser leurs pièces, parce qu'ils ont du Rafale bientôt. Donc l'idée, c'est d'augmenter cette interopérabilité avec nos alliés. En moyenne, un Rafale Marine, pour pouvoir opérer, il a besoin de combien de mécaniciens?
À des moments, personne. Par contre, s'il veut durer, il faut du technicien. S'il veut tirer des armements, il va falloir des armuriers, des booms, comme tu as vu tout à l'heure, pour monter les bombes, pour monter les missiles. Et donc, on va mettre une dizaine de personnes pour quelques avions, ou une cinquantaine si on veut durer plus longtemps. Et à côté de ça, on va rajouter des groupes électrogènes, des groupes hydrauliques, des moyens de les lever et de changer les roues, par exemple, ou de faire les dépannages. Tout ça, c'est une logistique qu'on a l'habitude de mettre en place pour partir dans les exercices, mais aussi pour partir à bord du porte-avions. Eh bien, écoute, en tout cas, Nicolas, merci de nous avoir confié 4 mécaniciens pour pouvoir présenter ces spécialités parce que c'était très intéressant. Et moi, en ce qui vous concerne, je vous propose d'aller à la rencontre des contrôleurs aériens, cette fois-ci, qui vont vous présenter eux aussi leurs spécialités et peut-être les spécificités de leur métier dans le cadre de l'exercice Oceanic. Merci, Nicolas. Lydie, à bientôt. J'ai maintenant à mes côtés Maëlys, qui est contrôleuse aérienne. Bonjour Maëlys. Bonjour. Est-ce que tu peux me parler de ta spécialité au sein de la Marine nationale? Bien sûr, donc je suis le second maître Maëlys, je suis contrôleur aérien dans la Marine nationale, affectée sur la base aéronautique navale de Landivisiau. Être contrôleur aérien, c'est contrôler la circulation aérienne et également de s'assurer de la sécurité de tous les aéronefs en vol et au sol. Et pour ça, on a plusieurs postes de contrôle. On va avoir le contrôleur sol qui va s'occuper des roulages, le contrôleur air, des décollages et des atterrissages, et un contrôleur approche qui va s'occuper de guider les avions au radar. Et dans tout ça, toi, tu te trouves où? Alors moi, pour l'instant, je contrôle au sol et un peu à l'air, en formation. Le but, c'est de vous former à tous les postes dans un premier temps, ou comment ça se passe? Exactement, donc on arrive sur base, on essaye d'être formé un poste par un poste, ou plusieurs en même temps, ça dépend. Ça dépend des bases également, mais généralement pour un poste sol, on va être sur environ, en tout cas à Landivisiau, sur 6 mois. La base de Landivisiau, c'était une volonté de ta part Oui. de contrôler des Rafales, mais pas que, parce qu'il y a également l'escadrille 57S sur Falcon. Exactement, oui, c'était un choix de contrôler avec la chasse, bon également les Falcons ici, mais c'est un petit rêve d'enfant. Qu'est-ce que ça demande en termes de prérequis, de formation, de devenir contrôleuse aérienne dans la Marine nationale? Pour contrôleur, il suffit d'un bac, donc après des petits tests d'entrée dans la Marine nationale et bien sûr d'être apte médicalement. Donc pour ma part, par exemple, après le bac, j'ai intégré l'école de Mestrance à Saint-Mandrier durant 4 mois, puis j'ai poursuivi la formation de contrôleur aérien à l'École nationale de l'aviation civile à Toulouse et j'ai ensuite choisi Landivisiau comme base d'affectation. Là, on est dans un cadre un petit peu particulier, alors peut-être pas si particulier pour toi, mais assez particulier pour moi, parce que c'est la première fois que j'ai la chance d'être sur une base aérienne pendant un exercice militaire. Quelles sont les différences d'être dans le cadre d'un exercice interallié avec des forces armées étrangères? Ça va toujours être de s'assurer de la sécurité des vols, mais ce qui est challengeant, c'est le fait qu'il y ait plusieurs nations qui viennent, plusieurs groupes et qui n'ont pas l'habitude de voler dans les espaces aériens français et dans nos zones de travail, qui ne connaissent pas la plateforme. Donc pour nous, ça va être de s'assurer que tout se déroule bien, qu'ils connaissent bien les environs et également le challenge de la langue qui va être présent. Tu as déjà embarqué? Ça fait partie de la spécialité de contrôleur aérien? Oui, en tant que contrôleur aérien dans la marine, on a cette chance de pouvoir embarquer, que ça soit sur le porte-avions ou sur des PHA. Donc pour ma part, oui, je suis renfort GAE, donc j'ai fait quelques mois de mission depuis le début d'année sur le porte-avions. Et c'est juste génial. Justement, qu'est-ce qui t'a marqué? Peut-être si tu te remémores la première fois sur porte-avions, qu'est-ce que tu as trouvé marquant? Peut-être des choses auxquelles tu t'attendais pas forcément? C'est tout un autre système avec les catapultages, les appontages, tout ce qui est les brins, etc. C'est un autre univers où on est confiné, où ça demande beaucoup de cohésion et c'est un travail qui est très passionnant également. Qu'est-ce qu'il faudrait pour être une bonne contrôleuse aérienne? Je suppose déjà l'anglais, ça doit être une bonne base. Oui, il faut avoir un peu de niveau en anglais, c'est-à-dire pouvoir parler avec les avions, que ce soit français ou étranger. Il le faut. Ensuite, il faut avoir un peu de vivacité, ne pas rester tout le temps
bloqué, etc. Il faut savoir réagir parce que le métier de contrôleur aérien, c'est pas quelque chose qui est régulier, c'est-à-dire il n'y a pas de routine. Exactement, il n'y a pas de routine. On va toujours être là avec des challenges et dans d'autres situations, donc il faut savoir réagir. Réagir, et puis je suppose aussi la prise de décision, ça doit Exactement, être la prise de décision. Écoute, en tout cas Maëlys, merci de nous avoir accordé de ce temps pour nous présenter ta spécialité, c'était passionnant. Merci à vous. Je vous propose maintenant de découvrir une autre spécialité. Alors évidemment, nous ne pourrons pas partir à la rencontre de toutes les spécialités présentes sur la base de Landivisio, mais pour clôturer cette vidéo, je vous propose de découvrir la spécialité renseignement, c'est ça le nom exact? C'est contrôleur des opérations aériennes. Bon, voilà. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste cette spécialité? Oui, alors, contrôleur des opérations aériennes, c'est la personne qui est vraiment en charge de tout ce qui est préparation de la mission, toute la partie en amont. C'est-à-dire qu'un pilote, il ne vole pas tout seul. On sait bien qu'il y a toute une flottille derrière lui, il y a des techniciens et il y a aussi donc des officiers RANS. Et en flottille de chasse, on les appelle les COA, les contrôleurs d'opérations aériennes. Le travail, c'est d'aller récupérer toutes les informations dont ils ont besoin en amont pour préparer leur vol, pour leur fournir au bon moment, pour que eux, au moment de partir, ils puissent partir avec toutes les informations dont ils ont besoin pour voler. Et donc, est-ce que tu peux essayer de nous expliquer les grandes étapes de la préparation justement de cette mission? Comment tu vas t'y prendre? Qu'est-ce que tu vas regarder? Oui, alors on suit un format de brief assez classique, c'est les fameux 4T, donc Task, Target, Threat, Tactics. Alors nous, on est impliqués essentiellement dans la préparation des 3 premiers T, Task, Target et Threat. La partie tactique, on la laisse vraiment à la main du pilote, c'est lui qui fait sa tactique, qui est dans l'avion, qui va se protéger. Ça, on peut donner des conseils, mais on est moins impliqué là-dessus. En revanche, tout ce qui est task, eh bien, on commence par exemple par donner toutes les contraintes peacetime, donc ça peut être les contraintes de zone, s'il y a d'autres hélicoptères civils dans la zone ou d'autres avions civils, s'il y a des douanes, s'il y a de la gendarmerie, ça peut être des limitations parce qu'il y a un bateau qui est sur l'eau qui va faire du tir et l'avion ne pourra pas descendre en dessous d'un certain niveau. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est météorologie, donc on a une cellule météo sur base, on la contacte, elle nous briefe la météo, on la briefe au pilote. En Bretagne, c'est assez facteur parce qu'il y a souvent des cumulonimbus, il peut y avoir des gros nuages, des tempêtes. Et dans ce cas-là, faut bien briefer le pilote parce que ça peut faire partie pour lui des limitations. Ça peut être une raison de ne pas partir en vol. Donc ça, c'est tout ce qui est vraiment en dehors du scénario. Et puis après, on rentre en fait dans le scénario où, en fonction du niveau d'entraînement du pilote, on est allé voir un autre pilote plus expérimenté qui nous dit ce qu'il faut lui préparer comme scénario. Et à ce moment-là, eh bien, on lui dit voilà, ton task, c'est ça, c'est de réaliser cette mission-là. La plupart du temps, les entraînés, du coup, sont ce qu'on appelle blue. Et face à eux, les opposants sont ce qu'on appelle Red. Et donc le task des Blue est donné par le commandant. Et le commandant aujourd'hui te task sur cette mission-là. Ça peut être eh bien d'aller détruire un bateau ennemi. Ça peut être d'aller détruire des systèmes de défense sol-air en face. Ou alors simplement de faire de la protection aérienne et de rester sur une zone. Pour réaliser ce task, eh bien, il y a à chaque fois donc ce qu'on dit des assets. En fait, ils sont tant d'aéronefs pour faire ça. Ils ont tel soutien. Alors est-ce qu'il y a un hélicoptère qui est en l'air et qui va les guider sur la cible? Ou alors est-ce qu'il y a un ATL-2? Ou est-ce qu'il y a un E3F ou un DAMO? Il peut y avoir beaucoup d'autres vecteurs avec eux, donc on leur présente leur soutien. Et puis après, les règles d'engagement. Pour réaliser cette mission, vous avez le droit d'utiliser cette règle d'engagement-là, c'est-à-dire que dès qu'on vous tire dessus, évidemment, vous répliquez, c'est la légitime défense. Et c'est tout un setup de règles d'engagement qui est particulier, qui est lié à chaque mission et qui est autorisé par le commandant, par le supérieur, pour eh bien, soit se défendre ou alors partir ou délivrer l'armement en fonction de la mission. Ça balaie à peu près tout ce qui est partie task. Ensuite, on arrive sur la partie target. Et ben, effectivement, s'ils vont détruire, ça peut être un dépôt de munitions, ça peut être un système de défense solaire, ça peut être un bateau. On va présenter la target à détruire, la taille, etc. Ça va dimensionner en fait le choix de l'armement qu'ils vont utiliser après. Et ensuite, la partie menace, qui est vraiment facteur pour eux, c'est-à-dire qu'en phase 2, est-ce qu'il y a des avions qui ont des capacités militaires équivalentes aux leurs, ou bien alors est-ce que ce sont des avions qui sont une menace un peu moindre, qu'on pourrait retrouver dans des pays avec lesquels on n'est pas du tout en crise, ou alors est-ce que c'est des avions qui ont une puissance supérieure à celle qu'on a nous? Ça peut aussi arriver. Dans ce cas-là, eux, ils vont faire des corrélations pour voir ce qui sera le plus utile pour eux d'emporter comme armement, la stratégie qu'ils vont avoir et la tactique. Et donc, ils vont élaborer tout ça en fonction de toutes les informations qu'on leur aura briefées. Donc, en fait, finalement, vous êtes en contact avec les pilotes avant le vol, dans le cadre du briefing, justement, de cette mission. Pendant, oui. Est-ce que vous êtes en contact avec eux? Non, c'est plus notre partie. On peut l'être à la marge s'il y a un besoin, urgence, ils appellent, j'ai pas eu tel document, j'ai pas eu telle information, j'ai besoin d'urgence rapidement, mais vraiment la plupart du temps, on les brief à la limite jusqu'à ce qu'ils partent au walk, à l'avion, et après, pendant le vol, on n'est plus lié à leur mission.
En revanche, à leur retour de vol, eh bien, si quelque chose s'est mal passé et que c'est de notre fait, évidemment, ils vont nous le dire pour que ça ne se reproduise pas. Et si ça s'est bien passé, généralement, ils vont débriefer entre eux. Ils débriefent ce qu'ils ont à débriefer au terme de renseignements. Ça peut être simplement des points de vue pour améliorer la future préparation de mission. Et puis, ça s'arrête là. Comment on exerce cette spécialité? Qu'est-ce qu'il faut passer en termes de sélection, de formation? Alors c'est très très vaste. Le COA, c'est une des spécialités de la marine qui a la plus grande variété de profils. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font un master en géographie. Moi j'ai fait une école d'hôtellerie, commerce et gestion, c'est l'école Vatel. Il y a des gens qui ont fait Sciences Po, il y a des gens qui ont fait une fac de maths. Il y a vraiment... une diversité d'horizons, ouais, ah ouais, tout type de profil. Le tout, c'est en fait d'être capable de s'adapter, d'apprendre rapidement et d'avoir cette décoince pour fournir en fait au bon moment la bonne information. Et ça s'acquiert peut-être à force du temps qui passe. Le jalon le plus important pour nous, c'est le stage ORIA. C'est le stage qui est à Creil, qui est commun avec l'armée de l'air, officier renseignement interprète analyste. C'est cette base-là qu'auront tous les officiers renseignement en flottille. C'est un stage de combien de temps? Ça dure à peu près une année scolaire. D'accord. Voilà. Et c'est là où on vous apprend à exercer cette spécialité-là. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas tellement par rapport à ce qu'on a fait avant comme études ou dans le civil, c'est vraiment un parcours qui s'acquiert par l'expérience, parce qu'avant d'être officier en flottille de chasse, on est ab initio, où on tourne dans les différentes flottilles, puis le stage ORIA, puis enfin on arrive en chasse. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'un exercice interallié, Oceanit. Est-ce qu'il y a des particularités? Est-ce que ça change quelque chose dans ton métier au quotidien d'être dans ce cadre-là? Oui, c'est-à-dire que d'habitude, les vols sont plutôt orientés à l'entraînement des pilotes, c'est-à-dire qu'on leur permet de progresser, de suivre une progression, tandis que là, eh bien, Oceanit, c'est un rassemblement de beaucoup plus d'aéronefs, donc ce sont des vols qui auront beaucoup plus d'assets en l'air, ce sera du 20 contre 10 par exemple, et surtout... Quand tu dis d'assets, c'est de moyens? Oui, c'est d'avions, c'est d'hélicoptères, c'est beaucoup plus d'acteurs, quoi. Et c'est aussi surtout le fait que ce soit aussi des étrangers qui sont soit sur base, soit qui sont restés sur leur base. À chaque fois, ça demande un moyen de communication différent. Il y a un réseau qui a été mis en place particulier pour eux sur base, pour communiquer avec eux. Et puis sinon, il faut avoir leurs coordonnées. En Angleterre, par exemple, il y a des F-35 qui participent à Oceanit, et il faut communiquer avec eux, leur transmettre les bons documents au bon moment. La coordination sera un peu plus compliquée que la vie de tous les jours, où tout se fait sur place, en interne flottille ou en inter-flottille avec les autres flottilles présentes sur base, où c'est plus facile et on est plus habitué, c'est plus confortable pour nous de travailler tous les jours ici, faire notre travail au quotidien par rapport à un exercice Oceanit où ça demande d'avoir des nouvelles documentations, de s'imprégner d'une nouvelle culture de l'exercice et puis de travailler avec ces gens-là avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler tous les jours, quoi. Eh bien écoute, un grand merci à toi de nous avoir parlé de ta spécialité. Eh bien avec plaisir. J'espère que cette vidéo aux côtés des marins du ciel vous a plu, que ça vous a permis de découvrir ce qu'est l'exercice Oceanit. Alors une journée pour vous faire découvrir tout ça, c'est très court. Malheureusement, je n'ai pas pu rencontrer toutes les spécialités présentes sur la base aéronautique navale. Mais voilà, ça vous donne déjà quelques petits exemples. En tout cas, je tiens à remercier la Marine nationale et la base aéronautique navale de Landivisio pour leur accueil et l'organisation de cette journée. En ce qui me concerne, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la commenter. À bientôt!